Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. 7h45 en Bougimaï. Nous sommes le lundi, 14e jour du mois d'avril 2025. Bienvenue, dames et messieurs, à la première livraison d'informations en français sur la radio-télé Fraternité. Daniel Kabeya est à la mise en onde, Bernard Kachama à la régie contrôle, Jean-Claude Kazadi à la présentation. Les titres. Après le dimanche des Rameaux, fête qui marque l'entrée triomphale du Fils de l'Homme à Jérusalem, l'Église universelle entame ce lundi la semaine sainte. Cette semaine sera couronnée par le Trident pascal et la victoire de Jésus sur la mort. Dossier 50 millions de dollars américains pour la relance de la minière de Bakwanga. Les deux rumeurs vont dans tous les sens. Y a-t-il eu détournement? A-t-on commencé à les dépenser? Des questions que l'on se pose. Dans ce journal, vous aurez quelques précisions. Fraternité matin, deuxième partie, les sports. Nous allons vous parler du basket et du football. Merci de nous écouter. Dans quelques instants, les détails. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. L'Église universelle a célébré hier dimanche, le dimanche de Rameaux. Le dimanche des Rameaux qui marque l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Monté sur un poulain, Jésus est entré dans la cité de Jérusalem où une foule nombreuse l'a accueilli, rameau en main. Hier dimanche, des processions avec des rameaux en main ont été organisées dans toutes les paroisses, au début et à la fin des Eucharisties. Ces rameaux ont été bénis avant le début de la messe. Les dimanches de rameaux ouvrent, comme je le disais, à partir de ce lundi, la semaine sainte, semaine qui comprend la messe chrismale pour demain mardi, l'instauration de la Sainte Eucharistie le jeudi et le Trident pascal et la Pâque elle-même, ou le triomphe du Christ sur la mort. Ce dimanche de Rameaux a été célébré avec faste à la paroisse Saint-Gérard de Bipemba, dirigée par l'abbé Placide Lumbwe. Tout est parti d'une longue procession sur la nationale numéro 1 jusqu'à la paroisse, en passant par le rond-point Kalalawankata et l'avenue Monseigneur Kongolo. C'était après la bénédiction de Rameaux et la lecture des passions du Christ. Dans son homélie, l'abbé Placide Lumbwe a expliqué que le Christ est la vie et la lumière du monde. Il a souffert pour le monde et a vaincu la mort, a-t-il renchéri, nous dit notre confrère Jean-Michel Kabang. Et parce que nous parlons de la mort, sachez que le diocèse de Mbujimaï est en deuil. Il pleure, l'un des membres de son clergé, à la personne de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba. Paul Ngasawa, c'était un vendredi dernier aux cliniques universitaires de Kinshasa où il était interné. L'annonce de son décès avec l'abbé Sébastien Chibumbu Kazumba, directeur de programme de la radio-télé Fraternité, au nom de la chancellerie diocésaine. Communiqué nécrologique. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs, au nom de son Excellence Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimaï, nous vous annonçons la triste nouvelle du décès de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba, prêtre du diocèse de Mbujimaï. Décès survenu ce vendredi 11 avril 2025 vers 21h45 aux cliniques universitaires de Kinshasa, où il était interné depuis quelques semaines. Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba fut ordonné prêtre le 15 août 1974. En attendant, le programme des obsèques des messes seront célébrés dans toutes les paroisses du diocèse de Mbujimaï pour recommander son âme à la miséricorde de Dieu. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, dit le Christ en Jean 12, verset 26. Puisse le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour et de vérité, accorder le repos éternel à son serviteur, Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba. Abbé Augustin
Tchongo Kasanga na chancelier nous livre ce communiqué. Il était sur la terre comme un pèlerin. Il nous a pressés. Que l'âme du défunt repose en paix. Restons au diocèse pour dire que malgré le deuil, les fidèles du douanier de Bonzola se sont retrouvés le samedi dernier à la paroisse Sainte-Ursula. La Sainte Eucharistie était présidée par l'abbé Jean Bachala, vicaire de cette paroisse, visité dans la concélébration des 15 prêtres, parmi eux l'abbé Blaise Kanda, doyen de Bonzola, et monseigneur Grégoire Chimena, curé de la paroisse Sainte-Ursula. Dans son homélie, l'abbé Jean Bachala, se basant sur le passage biblique du jour, a parlé du complot monté contre Jésus par les ennemis parce qu'il faisait du bien. Il a invité les fidèles à faire du bien partout pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Lo muntu ujowenza malo malenga bwana ajibantu bamwana malo eba malenga batumbisha vijamukulu weba ujukulu bwana ajibantu bamwana malo eba malenga bafika kujitaba jamvijamukulu bajikaba ibanje kumwitaba bamwitaba kupichila kunganzilo weba mulenga bilombeni vijamukulu lelu afunda pendejine jeba kumukanda wa aba benji ba malo mimba bumvu bafunda jina ja Daniel Mwenjou wa malmalenga mwambi wabulelela un homme juste bafunda pebe jina jeba bumuvu bafunda jina ja Yakob bafunda pebe jina jeba bumuji bafunda jina ja Melkisedek jele lukongu ni ngenze luweba wa malu jiji toale jeba musombe luweba jiji leje lukebu lwambana wamvija mukulu ani jiji toale jeba jiji mushindo kai uji kwa kubwa kusainisha bantwani uji kwa kubwa kubata pulula ni kuba kosolola. À la compétition de paroisse pour le soutien de la paroisse visitée dans ses travaux d'autoprise en charge, la paroisse la paroisse universitaire Notre-Dame d'Espérance a occupé la première place, suivie de la paroisse Sainte-Ursula, et le Sainte-Marie Villemimba s'est classée en 3e position. Selon l'abbé Blaise Kanda, doyen, la rencontre prochaine aura lieu au mois de mai à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Conduits par leur curé, l'abbé Philippe Kabeyawabeya, les fidèles de Sainte-Anuarité de Chikama ont consolé le samedi dernier les pensionnaires de la prison centrale de Mbujimaï. Au cours de cette visite, l'abbé Philippe a dit une messe pour ses hôtes. Messe concélébrée par l'abbé Bernard Katalay, Ntumba Katalay, et qui est au Mounier de prison, et le père Albert Mutombo, qui est de la paroisse Saint-André de Bakwansompi. Dans son homélie, Philippe Kabeya a demandé aux pensionnaires de Mouchimanou d'éviter les péchés, de ne pas perdre l'espoir et de croire dans la justice divine. Il a rappelé que le Seigneur les aime. L'abbé Philippe Kabeya donne ici la motivation de cette visite. Nous avons pensé venir prier d'abord avec les prisonniers, leur adresser un message de réconfort de la part du Seigneur, qu'ils ne se sentent pas seuls. Bien qu'ils soient incarcérés, ils sont humains et Jésus est mort pour eux. Chacun est appelé à se convertir, à se repentir, à obtenir de Dieu le pardon pour le péché, le mal qu'il a commis, qu'il a fait, qui l'a amené à se retrouver ici, à demander pardon au Seigneur. Et nous avons voulu partager le peu que nous avons avec eux, qui sont pratiquement abandonnés, qui vivent dans des conditions les plus difficiles et les plus démunies qui soient. C'est ainsi qu'au niveau de notre paroisse, nous avons jugé bon, comme nous l'avons fait l'année passée, à la même période, nous sommes encore venus prier avec eux et demander au Seigneur, implorer sa grâce pour eux, pour qu'ils obtiennent aussi la libération comme une grâce de sa part pendant ce temps de Pâques. Voilà le motif et le mobile premier qui nous pousse à venir prier pour eux, que le Seigneur puisse les pardonner et qu'ils obtiennent la libération en Jésus-Christ, qu'ils soient libérés de leur emprisonnement. Dans leur visite, ces chrétiens avaient amené aux pensionnaires de la prison des vivres et des vêtements.
Je le disais en titre, prétendu détournement d'une partie des 50 millions de dollars américains alloués à la relance de l'AMIBA par les gouvernements congolais. Le rumeur enflamme la toile, mais selon une enquête menée par des sources bien introduites, la somme est toujours intacte, telle qu'est déclarée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son meeting du 26 décembre 2024 à la place Bonzola, ici en Mbuji-Mayi. Pour éviter les erreurs du passé qui ont plongé l'AMIBA dans le désespoir, les chefs de l'État avaient pris l'engagement de placer la gestion des 50 millions de dollars sous la responsabilité du ministre des Finances en étroite collaboration avec celui du portefeuille. Sous-logé au ministère des Finances avec seulement 2 bureaux, l'unité de gestion du projet de relance de l'AMIBA, IGP-MIBA, a mené des missions stratégiques en Afrique du Sud, au Botswana et à Lubumbashi pour étudier de modèles de gestion efficaces qui pourraient transformer la minière de Bakwanga en une entreprise prospère. Ces missions ont été financées par les trésors publics et non les fonds de relance. Leurs dépenses restent modestes et ne justifient en aucun cas des accusations de détournement. D'après les sources citées par les médias en ligne coulisses.net, à ce jour, aucun appel d'offres n'a été approuvé, aucun fournisseur n'a été engagé, aucun équipement acheté. L'IGP-MIBA, en parfaite collaboration avec l'AMIBA, y travaille dans la sérénité. Les ministères des Finances et du portefeuille ont mis en place un mécanisme d'encadrement des suivis et de contrôle rigoureux des fonds destinés à la relance de l'AMIBA conformément à la vision du chef de l'État. Les 50 millions de dollars sont disponibles et prêts à être investis pour relancer l'AMIBA, considéré comme poumon économique de la région du Kasaï, ce qui va permettre de booster des projets intégrateurs et bénéfiques pour la population, indiquent les mêmes sources. Ces dossiers de 50 millions de dollars accordés à l'AMIBA, le député national Serkas Kassanda a adressé une question écrite au ministre de portefeuille de la République démocratique du Congo au sujet du présumé détournement de 2,1 millions de dollars, fonds, dit-il, destinés au fonctionnement d'unités de gestion créées par les ministres sans la participation d'un représentant de la société minière de Bakwanga. Pour comprendre cette question écrite, Jean-Victor Ngeleka s'est entretenu avec le député Serkas Kassanda. Vous aurez les détails sur ces dossiers et aussi sur la SACIM dans nos prochaines éditions d'information. Les travaux de construction de l'avenue Kabeya Banza au quartier Massanka, commune de Dioulou, ont repris depuis le mardi de la semaine passée. Cette reprise est intervenue après un long moment d'arrêt. Pour Joachim Kalonji Chibumba, ministre provincial des ITPR, la suspension des travaux était liée à la difficulté d'acheminement des pavés de Goma en Mbuji-Mayi par l'entreprise qui avait gagné le marché. Pour la poursuite des travaux, a-t-il indiqué, il a été décidé d'attribuer le marché à Safrimex, cette fois-ci pour une route en macadam et non en pavé. Les travaux s'étaient arrêtés suite aux problèmes sécuritaires à l'est de la République. L'entreprise devait fournir les pavés. Ces pavés sont en roche volcanique, donc qu'on trouve au nord Kivu, donc à Goma. Mais avec la guerre, ce n'était plus facile, c'était devenu impossible. L'entreprise Azigos ne pouvait plus nous fournir des pavés. Alors, nous avons dû changer pour chercher un autre fournisseur. Les travaux sont confiés à l'OVD par le gouvernement provincial qui exécute les travaux en régie. Avant, il y avait une entreprise qui était retenue comme fournisseur des matériels et matériaux à l'OVD. Ces travaux ne devaient pas aller au-delà des 60 jours. Mais il y a eu des circonstances qui ont fait que cette entreprise ne pouvait plus continuer les travaux. Safrimex, comme fournisseur des matériels, devra poursuivre ses travaux jusqu'au bitumage. Donc Safrimex doit bitumer, il n'y aura plus l'histoire des pavés. Quant à la durée des travaux, le ministre a parlé de 60 jours. Aussi a-t-il ajouté que le coût va changer également, étant donné qu'au départ, il était prévu la pose des pavés par l'entreprise Azigos.
Depuis quelques semaines, la ville de Mbuji-Mayi a des difficultés dans l'approvisionnement en énergie électrique. Un cap a été franchi dans la recherche de la solution concrète à cette problématique de la desserte en énergie électrique au Kasaï oriental. Une réunion technique de haut niveau avait réuni mercredi dernier à Kinshasa les autorités provinciales, les responsables de la SNEL SA ainsi que les représentants de la société SACIM. L'objectif étant d'évaluer les blocages et redonner de l'espoir à une population longtemps privée d'électricité. D'un ton ferme mais optimiste, le ministre provincial de Plan, Budget, Commerce extérieur, Ressources hydrauliques et électricité, Charles Kamanga Senda, a indiqué que cette rencontre a permis de visiter les termes de contrat qui lient la SNEL à la société minière SACIM, tout en saluant le leadership du gouverneur Jean-Paul Mboueba Kapo, qui est déterminé à trouver des solutions durables aux problèmes d'électricité. Il appelle toute la population au calme, car, rassure-t-il, la solution pour le courant de Tubidi vient d'être trouvée. Suivons Charles Kamanga dans ses propos. Il y a eu un contrat qui liait la société SACIM à la SNEL. Il fallait qu'on puisse revisiter, parler un peu, en fait, faire un peu d'évaluation sur ce contrat pour voir dans quelle mesure on peut reprendre de manière aisée la desserte en électricité. Parce que comme nous le savons, il y a eu construction d'une centrale hydroélectrique au niveau du Kasaï oriental par la société chinoise qui a eu à céder une partie de sa production à la SNEL pour la commercialisation. En fait, il y a eu des petits soucis qui se sont dressés autour de ce parcours. Lorsqu'il y a déclenchement au niveau de la centrale de Tubidi, ça crée des problèmes qui font que la population ne puisse pas être desservie en énergie électrique. Donc aujourd'hui, il a été question qu'on puisse un peu revoir un peu la situation et peut-être passer à certains petits engagements qui puissent permettre à ce que la fourniture d'électricité soit faite de manière aisée. Clément Chimpaka, directeur du département de distribution intérieure de la SNEL, a donné de fermes garanties. Il a déclaré que l'urgence est de réalimenter la population en courant électrique d'ici le début de cette semaine. On l'écoute. Bon, après cette réunion, pour la SNEL, l'urgence est que la population soit alimentée. Donc c'est vraiment notre souci. Nous regardons d'abord les sociales, comme la ville de Mbuji-Mayi, la partie SNEL est dans le noir, ainsi que Boya, Miadi, Kabea, Kamanga. Donc tel que nous avons trouvé un consensus ici, donc d'ici début semaine prochaine, on doit réalimenter les abonnés qui doivent rentrer dans leur droit. Présent à la rencontre, le directeur provincial de la SNEL, l'ingénieur Mukendi, n'a pas caché son soulagement, insistant sur la nécessité de revenir à l'hydroélectricité. C'est le moyen capable de soulager durablement la population. Sous la houlette du DG de la SNEL, Fabrice Lucinde Walusangi, une commission de suivi a été mise en place. Elle sera pilotée par le ministre provincial Charles Kamanga, appuyé par les directeurs Chimpaka et l'ingénieur Mukendi. L'équipe technique sera déployée au Kasaï oriental dans les prochains jours pour évaluer les besoins urgents. Et parce qu'on parle de l'électricité, sachez que les pluies torrentielles qui caractérisent la saison de pluie sur la ville de Mbuji-Mayi et ses environs sont souvent accompagnées de phénomènes impressionnants et parfois dangereux, et comme la foudre. Ce phénomène est-il naturel? Comment se forme-t-il? Pour l'ingénieur Léon Kandamuzembe, professeur de physique et électricité au collège épiscopal Saint-Pierre, abordé par la radio-téléfraternité, la foudre est un phénomène purement naturel. Elle provient de l'attraction entre les charges positives et négatives qui produisent des éclairs dans le nuage. La foudre, d'abord, quand il y a un soleil fort, qu'est-ce qui se passe dans les nuages? Il arrive que certains nuages peuvent être chargés positivement. D'autres peuvent être chargés négativement. C'est alors que vous constatez qu'il y a des éclairs. Ce qui a maintenant attraction entre les charges positives et les charges négatives, là, c'est dans le ciel. Mais du moment que ces charges-là arrivent à s'attirer entre les nuages et les sols, là, carrément, nous avons ce que nous appelons la foudre. Alors, quand cette foudre arrive, elle arrive avec une tension très élevée. Quand il y a un coup de foudre ou quand il y a foudre, la tension
Nous sommes dans l'ordre de l'ultra haute tension. Alors, quand ça arrive sur la Terre ici, c'est d'abord une électricité sauvage. Quand on dit sauvage, c'est parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Et il arrive du soi. Alors, dès qu'une personne est en contact avec cette tension-là, la personne est carbonisée. Et c'est un décès que vous constatez. Quand vous avez constaté qu'il y a à un certain moment, certains murs qui arrivent à tomber. Et quand ces murs tombent là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'énergie que cette foudre amène sur la Terre a vraiment une très grande force qui fait en sorte que même il y a des arbres qui se dessèchent, les murs qui tombent, et ainsi de suite. Face à ces phénomènes qui a fait plusieurs victimes, Kanda Muzembe conseille, surtout lorsqu'il plaît, de ne pas rester sous les arbres et même de ne pas communiquer. Les gens devront être dans un abri, ce pas en dessous d'un arbre. Parce que la foudre, quand elle vient, elle a besoin des points les plus élevés. Alors maintenant, vous voyez un arbre, il est plus élevé. Quand les décharges viennent, ces décharges passent à travers l'arbre. Et dès que c'est passé à travers l'arbre et que quelqu'un en dessous de cet arbre, vous pouvez être foudroyé, vous pouvez trouver la mort. Alors il faut se protéger. Se protéger, c'est pas rester en dessous d'un arbre. On ne va pas non plus être en contact avec des matériaux, des corps conducteurs, des métaux par exemple. J'ai constaté chez vous là, vous avez une montre avec bracelet. Quand il y a des orages comme ça, à un certain moment, on enlève carrément cette montre là, parce que les orages là, c'est pour un petit temps. Ne pas communiquer pendant ce temps. On peut être au téléphone. Les pluies comme ça, ne mettez pas trop de temps. Quand il y a déjà des décharges, ça ne met pas trop de temps. Autant patienter, communiquer après, et puis on peut se retrouver sur un terrain découvert, sur un terrain de foot. Vous avez appris dernièrement en Colosie, il y a eu mort d'homme sur le terrain de foot. Les joueurs étaient en train de s'entraîner. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur un terrain découvert, vous devenez les points les plus élevés. Quand il y a des chances, ça tombe sur vous. Quand il y a par exemple un tonnerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Devenez, si vous êtes sur un terrain découvert, devenez les plus courts possible. Prenez la position accroupie. Par exemple, il y a une équipe de foot à Colosie, ils ont perdu près de 7 joueurs sur un terrain découvert. La foudre, ce phénomène très dangereux, a fait plusieurs victimes lors des dernières pluies tombées sur la ville de Mbuji-Mayi. La nouvelle société civile congolaise, coordination provinciale du Kasaï oriental, s'est dit préoccupée par la situation socio-économique, politique et sécuritaire de la province. Lors d'un point de presse tenu jeudi de la semaine passée, la coordonnatrice provinciale de cette structure citoyenne a déploré l'absence des actions à impact visible et évalué la gestion actuelle de la province du Kasaï oriental par des autorités ici des dernières élections. Sur le plan économique, la nouvelle société civile congolaise parle d'une gestion financière préoccupante. Elle dénonce sur le plan social la persistance de la problématique de l'eau et de l'électricité. Rachel Kapinga Chamala au micro de Sabin Misaka Bumboui. Il faut rappeler que la redevabilité sincère et l'éclaircissement de la bonne gestion financière de la province est très préoccupante. Et la population reste éveillée quant à ça, parce qu'il est évident de faire la part des choses entre la gestion de la chose publique et la chose privée. Les efforts dont vous parlez, tout ça là, c'est toujours au niveau national. Ici, au niveau provincial, le gouverneur n'a pas de solution à donner à cette carence en eau potable. À la régie des eaux, nous avons le groupe. En cas de force majeure comme ça, même avec ses prédécesseurs, on envoyait le carburant à la régie des eaux pour ravitailler vite la population. En attendant la solution à long terme, parce qu'ici, c'est l'urgence qui s'impose. Mais à 1 mois, nous tendons vers 2 mois. On fait que tenir des réunions. On monte, on circule, on visite la régie des eaux. Nous ne voyons pas l'eau. Et aujourd'hui, on nous sort l'horaire nocturne. Il a dit qu'il a dépêché son ministre du plan. Le ministre là est à Kinshasa. Donc nous devons attendre jusqu'à ce que le ministre là termine des réunions de Kinshasa et revient ici, on établit tout pour nous donner l'eau. C'est pourquoi quand nous disons maintenant qu'il y a un leadership sombre, où il y a des allégations, quand nous disons qu'il y a une faille ou une faiblesse dans la gestion, vous nous
qualifier de la mauvaise foi. C'est pourquoi nous crions. Je peux vous parler que dans cette province, nous, on ne vivait pas de Tubitubidji. On n'avait pas Tubitubidji. Tubitubidji est venu bientôt. Nous, on avait les SNEL, nous avons nos tribunes là-bas, des Tchala. Alors comment nous pouvons toujours commencer à tourner sur l'affaire de Tubitubidji, comme si ici, localement, on n'a pas de solution à donner à cette carence de l'eau et d'électricité. Contacté par la radio diocésaine, la cellule de communication du gouverneur a promis une réaction dans les heures qui suivent. Autre chose, l'Agence belge de coopération internationale est restée préoccupée par la performance des services publics de l'État et des institutions provinciales au Kasaï oriental, raison pour laquelle ENABEL a initié une mission de diagnostic des besoins en renforcement des capacités à différents niveaux de la gouvernance de la province. Mercredi dernier, la délégation mixte ENABEL et consultant du consortium IED SEDA a échangé avec les gouverneurs des provinces autour de cette mission qui concerne l'administration du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale. Selon Georges Tchunzamot Mata, consultant ENABEL, la mission ne va pas se limiter au diagnostic, elle va aller aussi à l'élaboration d'une feuille de route de renforcement de capacité, comme il affirme au micro de Sabemi Sakabumboui. RTF, l'actualité, c'est nous. À la demande de ENABEL, nous sommes venus pour élaborer le diagnostic de besoins de renforcement des capacités à différents niveaux de la gouvernance de la province du Kasaï oriental. Et il était normal, il était indiqué que nous voyions d'abord l'autorité de la province en ce qui concerne la présentation de cette mission qui concerne son administration. Mais cette mission concerne aussi l'Assemblée provinciale ainsi que son administration afin de mobiliser toutes les compétences, toutes les structures de son administration afin que ce travail se fasse, parce qu'il ne va pas se limiter à l'élaboration du diagnostic. Ce diagnostic va aller aussi, dans un deuxième temps, à l'élaboration d'une feuille de route de renforcement des capacités qui va concerner à la fois certains ministères, certaines administrations et même les cabinets ministériels, les experts du gouvernement provincial, ainsi que ceux de l'Assemblée provinciale, voire même de la société civile. Donc, il fallait que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, soit suffisamment informé sur cette démarche afin qu'il puisse mobiliser les différentes expertises de la province en ce qui concerne la réussite de cette mission. Il n'est pas question que nous puissions anticiper, dire voilà, nous sommes venus pour élever tel problème. Nous sommes sortis de cette audience très réconfortés parce que l'autorité provinciale a été très réceptive, très accessible à cette démarche et Monsieur le Gouverneur nous a promis tout son appui en ce qui concerne la mobilisation de toute l'expertise de la province afin que cette mission du diagnostic sur les besoins de renforcement des capacités puisse réussir. Bien avant, toujours dans la journée du mercredi, la délégation était à l'Assemblée provinciale où elle avait échangé sur les mêmes sujets avec les présidents du bureau de l'organe délibérant et les membres de l'administration. Cette démarche est cadre avec les projets appui institutionnel de l'Agence belge de coopération internationale. Enseignement dans ce journal. Le mois de la femme est déjà terminé, mais les célébrations continuent avec les femmes de Katanda en mémoire de Polivia Nashanapa sur le thème de la Journée internationale des droits de femmes célébrée samedi dernier par les femmes travailleuses et étudiantes de l'université officielle de Mbujimaï au rythme de la campagne de collecte de fonds pour celles en situation dramatique. Emmanuel Kalinda Chibangu pour le reportage. Les actions de générosité sont plus éloquentes et plus efficaces que les grands discours et les... C'est la deuxième année consécutive que les femmes travailleuses et étudiantes de l'université officielle de Mbujimaï célèbrent autrement la Journée internationale des droits des femmes. Après la campagne Femmes de l'Est jamais seules, ayant aidé à mobiliser en la faveur des femmes victimes de l'agression rwandaise quelques 13 000 $ américains en 2024, c'est le tour en 2025 de faire de même pour celle de Katanda, aussi en situation dramatique de suite de conflits intercommunautaires sans fin.
Occasion pour les femmes UOM de saluer également la mémoire de l'une de leurs, Polivia Nachanapa, morte de blessures issues de balles lui logées par son époux, introuvable jusqu'à présent. Assister des femmes aux conditions de vie difficiles au lieu de s'acheter des uniformes, fêter et ou discourir sur fond des spéculations velléitaires, une initiative qu'a salué le recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi dans son mot, le prof abbé Apollinaire Chibakachikongo. Le choix des étudiantes et des femmes travailleuses, chercheuses et enseignantes de l'université officielle de Mbuji-Mayi pour célébrer autrement la journée internationale de la femme est digne de louange. Elles ont préféré tourner le regard et le cœur de toute notre université et de toute notre société vers une situation sociale concrète dans laquelle sont violés les droits d'une femme réelle qui habite à côté de nous. Poèmes, plaidoiries, culte écuménique appelant à louer les vertus de la femme, l'aimer et la sauver de toute violence ont caractérisé cette journée au Sénarec de l'UOM. L'un des moments forts, n'ayant pas retenu l'assistance à apporter soutien aux femmes victimes des conflits à Katanda, a été ce témoignage émouvant de Sergine, l'une des dépouillées de cette crise. Nous étions en déplacement, justement un coup de téléphone. Vous êtes allé dans la formation à Ngandajika. Mais ça brille chez vous, hein, Madame Sergine, ça brille chez vous. Donc tu es resté tel que tu es là. Et les enfants portés disparus. Et j'ai dit à mon Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Cap de $10,000 atteint grâce au fondement financier déjà érigé par les femmes UOM elles-mêmes, étudiants et comités de gestion, sans oublier le gouvernement provincial dont le vice-gouverneur a présidé la cérémonie de ce jour. Le recteur Chibakachikongo s'est réjoui d'un pari gagné. L'objectif pour nous, c'était de récolter au moins $10,000. Je crois qu'on a dépassé ce cap-là. Cet argent sera confié à Caritas Mbuji-Mayi pour acheter peut-être du maïs ou de biens de première nécessité qui pourront être distribués aux femmes qui sont dans des communautés victimes de ce conflit que nous déplorons depuis plusieurs décennies. Par ce geste, les femmes travailleuses et étudiantes de l'université officielle de Mbuji-Mayi prêchent le pragmatisme dans la célébration de la journée internationale de leurs droits. Fraternité Sport, le journal des sports. En sport, basketball poursuite hier dimanche du championnat de l'entente provinciale de basketball du Kasaï oriental et Probakin. Pour la deuxième journée de la manche allée, 2 rencontres se sont jouées au stadium du club de la minière de Bakwang. En première explication, l'ASB UM a pris le dessus sur l'ASB Ignokop sur la note de 54 points à 42. À 16h, l'ASB IOM a dicté sa loi sur l'ASB Boa par 54 points à 28. Cette deuxième journée se clôture le mercredi prochain avec 2 autres matchs. Toujours au club de la minière de Bakwang. À 14h, l'ASB Istia croise l'ASB Mbongo. Et à 16h, match entre l'ASB Scorpion et l'ASB Bakwang. En football, les 12 qualifiés pour la phase des playoffs du championnat national Illico Cash League 1 sont désormais connus. Il s'agit de Tout-Puissant Mazembe, Saint-Eloi Popo, Samajiten Sangabalende, Simba Kamikaze de Koulouzi, Tanganyika et Dombosco pour la poule A et Maniema Union, Aigle du Congo, Vita Club, Daring Motema Pembe, Ange Vert et Rangers pour la poule B. Hier, il y a eu quelques rencontres qui se sont disputées dans les 2 poules. Dans la poule A, Sangabalende s'est retrouvé seul devant les officiels au stade Kachala Bonzola. Son adversaire du jour, comme la saison passée, a brillé par l'absence. Avec ce point par forfait, Sangabalende termine la phase classique en 3e position derrière Mazembe et Lupopo. À Kananga, Chinkunku a disposé de Bazano sur la note d'un but à 0. Dans la poule B, Daring Clem Motema Pembe est allé battre Maniema Mignon à Kindouz par 2 buts à 1. Renaissance du Congo et Céleste ont fait jeu égal, 1 but partout, et Ange Vert a battu New Jack 3 buts à 1. Dames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final à ce radio journal. Nous laissons la place à l'émission L'évêque nous parle. RTF, la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz.